Cette présentation traite trois travaux de recherche qui concernent la modélisation de la glaciation autour du dernier maximum glaciaire. Notre but est de tracer l'évolution de la modélisation et expliquer brièvement les différents modèles qui ont été utilisés par les auteurs. Les trois articles ont en gros la même approche de comparer leurs modèles aux observations empiriques qui permettent de déterminer l'étendue de la glace pendant le LGM. Ces données sur le terrain peuvent être par exemple les moraines frontales, les trimlines ou bien la localisation ou l'origine des blocs erratiques. L'utilité des modèles réside dans le fait qu'on peut tester la sensibilité des systèmes glaciaires aux différents paramètres tels que le forçage climatique ou la température à la base du glacier par exemple. Donc, dans les prochaines minutes, nous allons parler de ces trois articles pour pouvoir décrire l'évolution des modèles et comprendre comment on a réussi à améliorer les connaissances sur les dynamiques glaciaires et les conditions climatiques pendant le LGM. Pendant le dernier maximum glaciaire, un grand glacier s'est trouvé dans la vallée du Rhône. Il commençait à peu près dans la région où on trouve la source de la Rhône aujourd'hui et se situait donc entre les Alpes de Berne au nord, donc le massif de l'Ar, les montagnes du Valais du Sud au sud et le massif de Mont-Blanc à l'ouest. Grâce à des reconstitutions géomorphologiques, on sait que les glaciers bougeaient en direction nord-ouest. Là, il était bloqué par le Jura. Par conséquent, le glacier principal se divisait en deux, un bras qui allait vers Genève et l'autre qui partait vers Soleure. Cette étude s'intéresse à la partie de Soleure. Il s'agit d'une étude qui fait un lien entre le domaine de la géomorphologie et celui de la modélisation. Dans la région de Soleure, on a trouvé de nombreux blocs erratiques. Grâce à la grande diversité des lithologies dans les Alpes, il est souvent possible de savoir assez précisément d'où ces blocs viennent. En effet, quelques lithologies de blocs erratiques se retrouvent uniquement dans une seule vallée latérale. Dans cette étude, les auteurs distinguent entre trois lithologies principales. Le gneiss d'Arolla, marqué en vert sur la carte, le gabbro de Alalin, marqué en bleu, et les granites du Mont Blanc, en rouge. Vous voyez que les trois origines des blocs erratiques se situent sur la côte sud, disons gauche, de la vallée de Rhône, alors qu'on les retrouve actuellement dans le bras droit de l'ancien glacier. De base, il aurait été plus logique que les blocs voyageaient vers le bassin de Genève, qui se trouve à gauche. Ceci indique que le flux du glace pendant le LGM était assez compliqué. D'où la raison pour cette étude. Les auteurs essayent de modéliser le flux glaciaire afin de trouver les conditions dans lesquelles les blocs erratiques du massif du Mont Blanc et du Valais du Sud sont déviés vers Soleure. Ce papier est le plus vieux parmi nos trois articles. Il date de 2017. Alors, l'image est peut-être un peu exagérée, mais il ne faut quand même pas oublier que le progrès dans la technique et du coup dans la modélisation était énorme ces dernières années. D'où la grande différence de complexité des modèles entre nos trois articles. Le modèle dans ce papier reste une assez grande simplification. Ceci peut aussi avoir des avantages, parce qu'en termes de compréhension, c'est bien sûr beaucoup plus facile, bon, toujours compliqué, mais plus facile, à suivre les explications concernant ce modèle par rapport au troisième qui se base après sur des processus de machine learning, etc. On a créé un petit schéma pour vous expliquer le fonctionnement du modèle. Il faut lui donner des inputs comme par exemple le climat, donc la température et précipitation pendant le dernier maximum glaciaire, des conditions basales, du coup à quelle altitude ont trouvé les vallées par exemple, et il faut aussi fixer la résolution spatiale du modèle. La chose la plus critique avec la plus grande incertitude est le climat. Finalement, ils ont utilisé des données actuelles du climat dans un dataset qui s'appelle WorldClim et ils ont juste appliqué une correction étant donné qu'il faisait plus froid pendant cette période et aussi que l'altitude était plus grande due à la glace. Pour la résolution, ils ont varié entre 1 et 2 km, selon les modèles. Après, comme output, le modèle nous fournit l'étendue, l'épaisseur et l'état thermique et dynamique de la glace et la réponse lithosphérique. Ils ont fait plusieurs simulations et chaque fois, ils ont adapté les paramètres. Selon les paramètres, les trajectoires des blocs erratiques changent. Finalement, le but était de s'approcher à un maximal à la situation géomorphologique qu'on retrouve sur le terrain. Je vous rappelle que la majorité des blocs erratiques provenant du sud du Valais se trouvent actuellement dans le lobe de Soleure.
On va maintenant regarder certains résultats des modèles. À gauche, on voit chaque fois l'étendue de la glace et les trajectoires des blocs erratiques, et à droite, on constate l'endroit du dépôt des blocs erratiques. Le but sera donc que la majorité des blocs finissent dans le lobe solaire. La forme des symboles indique leur origine. Je ne vais pas entrer dans les détails car les résultats vont devenir beaucoup plus précis avec les deux autres modèles plus récents. Cependant, je vais rapidement expliquer ce qu'ils ont constaté. Les auteurs se sont rendus compte que les trajectoires des blocs dépendent surtout de la précipitation. Ils ont joué un peu avec ce paramètre pour trouver le input parfait qui permet de s'approcher aux observations sur le terrain. Pour la première simulation, ils ont utilisé un facteur de correction homogène pour la précipitation. Ça veut dire qu'ils ont pris les données de la précipitation actuelle et l'ont corrigé un peu, mais dans toutes les régions de la même façon. Vous voyez que tous les blocs partent vers la gauche et le modèle ne joue alors pas avec l'observation sur le terrain. Du coup, il faut encore changer quelque chose. C'est ce qu'ils ont fait pour la deuxième simulation. La deuxième simulation est déjà beaucoup mieux. Il y a déjà pas mal de blocs qui sont déviés vers solaire. Cette fois-ci, ils ont appliqué différents facteurs de correction pour la précipitation selon les régions. Ils se sont rendus compte que le modèle ressemble le plus aux observations si les facteurs de correction pour la région du Mont Blanc étaient plus fortes que celles pour la région du massif de l'Ar. Au dernier modèle, presque tous les blocs sont déviés vers solaire. Ici, ils ont appliqué les mêmes paramètres qu'avant, mais en plus, ils ont ajouté un refroidissement de 2 degrés dans le Jura. Ceci a créé une calotte glaciaire indépendante au Jura et a favorisé le transfert vers solaire. En résumé, ils peuvent déduire que les taux de précipitation étaient plus élevés au sud qu'au nord des Alpes pendant le LGM par rapport à aujourd'hui. En d'autres mots, le régime de précipitation aujourd'hui est dominé par les vents humides qui arrivent depuis l'Atlantique du Nord et qui font que les Alpes du Nord sont plus humides que les Alpes du Sud. Alors que pendant le LGM, l'humidité venait depuis le sud et il y avait donc plus de précipitations dans les Alpes du Sud. En plus, cette étude soutient l'hypothèse que le refroidissement était plus fort au Jura, ce qui a mené à la formation d'une calotte glaciaire jurassienne indépendante. Ce premier papier se focalise quand même sur un cas très spécifique et une région d'étude très limitée. On passe maintenant à l'article suivant qui utilise toujours le même modèle, mais traite le sujet d'un point de vue un peu plus ouvert, disons. Le deuxième article présente une modélisation du dernier cycle glaciaire dans les Alpes. Ce n'est donc plus seulement le dernier maximum glaciaire, comme avant, mais tout le dernier cycle glaciaire, ça veut dire les derniers 120 000 ans. Et la région d'étude n'est pas limitée sur la Suisse, comme avant, mais cette fois-ci, elle contient tous les Alpes. On reprend le petit schéma de tout à l'heure parce qu'il utilise le même modèle. La différence la plus importante entre les deux études est le climate forcing. On a vu avant que dans le premier modèle, les auteurs ont utilisé des données actuelles du climat et ont simplement appliqué une correction pour arriver à un climat qui pourrait être à peu près réalistique pendant le LGM. Maintenant, les auteurs utilisent des proxys paléoclimatiques. Ils proposent 3 proxys différents. Je saute les détails, mais ils font certains tests et finalement ils se décident d'utiliser le proxy EPICA pour le modèle de haute résolution. EPICA est l'abréviation pour European Project for Ice Coring in Antarctica. Les données climatiques viennent donc d'une carotte de glace de l'Antarctique. Dans la suite, on va se focaliser sur 3 outputs du modèle et on va voir s'ils correspondent aux observations géomorphologiques sur le terrain. On commence par l'étendue de la glace. La figure que vous voyez ici vous montre l'étendue de la glace dans les Alpes pendant le MIS2. Cette période contient la situation de dernier maximum glaciaire. Ceci est le résultat des modélisations en utilisant EPICA comme proxy paléoclimatique. C'est ce qu'on vient de discuter. En plus, vous voyez qu'il y a 2 types de rouge. Les couleurs claires signifient qu'une correction de paléoprécipitation a été appliquée en plus, alors que les couleurs foncées ne l'incluent pas. Le contour noir sur la figure à gauche montre l'étendue de la glace pendant le dernier maximum glaciaire, mais basé sur des observations géomorphologiques. Le but du modèle serait donc que la surface colorée correspond à cette ligne noire sur la carte.
On constate assez vite que l'application d'une correction de paléoprécipitation, du coup la couleur claire, est nécessaire pour arriver à un meilleur résultat. Cependant, même avec cette correction, le modèle ne correspond pas à 100% aux observations. On constate qu'en général, l'étendue de la glace est plutôt sous-estimée au nord-ouest et surestimée à l'est et au sud-ouest. Ceci est expliqué par un gradient est-ouest de la température ou de la précipitation qui n'est pas inclus dans le modèle. Il ne faut quand même pas oublier que le proxy pour le climat provient de l'Antarctique. Ça veut dire qu'il n'a peut-être pas vraiment enregistré des gradients locaux dans les Alpes en fait. Selon le modèle, les glaciers alpins atteignaient leur maximum dans la période entre 26 et 20 000 ans. Cette différence dans le timing n'est pas forcément liée au climat, mais plutôt à la dynamique des glaciers. On a vu en cours que la dynamique des glaciers dépend beaucoup de leur masse et leur taille. C'est pour ça que les différents lobes des glaciers n'arrivent pas forcément en même temps au maximum. Les plus grands glaciers sont beaucoup plus inertes et prennent plus de temps pour réagir face à un changement de température. Comme on l'a déjà vu au cours la semaine dernière, les trimlines marquent une différence de régime érosionnel. Souvent, ceci marqué par une rupture de pente par exemple. Il y a deux hypothèses concernant les trimlines. La plus connue suggère que la trimline représente l'élévation maximale de la glace pendant le dernier maximum glaciaire. En dessous, il y avait la glace qui érode, et en dessus, il n'y avait rien. La deuxième hypothèse, qui a déjà été validée dans les pays scandinaves, c'est que les trimlines marquent le niveau de transition entre la glace froide et la glace tempérée. La glace froide en haut reste collée à la roche et fait pas trop d'érosion, alors que la glace tempérée en bas glisse constamment et fait du coup l'érosion dans les vallées. Ce graphe fait une comparaison entre l'altitude des trimlines qu'on peut observer sur le terrain et l'altitude de la surface de glace selon le modèle pendant le LGM. La région d'étude est la partie supérieure du glacier du Rhône. Alors, il faut faire attention à bien regarder les chiffres sur les axes parce qu'ils ne commencent pas à la même altitude en fait. Si le modèle correspondait bien aux observations, les marqueurs se devraient trouver plus en bas, vers les points rouges, ce qui n'est pas le cas. Au contraire, on voit bien que le modèle sort des altitudes beaucoup plus élevées par rapport aux trimlines. La différence moyenne entre le modèle et le terrain est 861 mètres. À droite, vous voyez un histogramme qui visualise l'écart entre le modèle et le terrain pour tous les points. Sur cette carte, on retrouve les localisations des trimlines sur le terrain. Les couleurs correspondent à l'âge modélisé du moment de l'épaisseur maximale de la glace. Vu que la différence entre l'épaisseur de la glace modélisée et celle déduite des observations sur le terrain est tellement grande, les auteurs proposent que peut-être c'est quand même la deuxième hypothèse des trimlines qui s'applique aux Alpes. Peut-être les trimlines ne marquent pas l'altitude de la surface de la glace, mais justement la transition entre la glace froide et la glace tempérée, comme par exemple en Scandinavie. Un argument qui soutient cette hypothèse est que les trimlines se trouvent souvent à proximité de l'endroit où le modèle prédit la transition entre la glace froide et la glace tempérée. Sur la carte, la glace froide est représentée par la surface hachurée et la glace tempérée par la surface blanche. Un petit résumé des points clés avant de passer au troisième article. La couverture des glaces est en général sous-estimée dans les Alpes du nord-ouest et surestimée dans les Alpes de l'est et sud-ouest. On se rappelle qu'il y a probablement un gradient climatique que le proxy utilisé n'a pas pu enregistrer. Deuxième point, le timing du LGM a probablement varié beaucoup selon les différentes vallées. Ceci n'est pas lié au climat, mais plutôt à la dynamique glaciaire qui est variable. Et, dernier point, l'épaisseur de la glace pendant le LGM est modélisée beaucoup plus grande que ce qu'on pourrait penser en regardant les trimlines. Est-ce que les trimlines représentent alors vraiment l'épaisseur maximale de la glace? Bonne question. Alors, clairement, il faut garder en tête que ce modèle a encore beaucoup de limitations. Les paramètres utilisés pour le bilan de masse, par exemple, restent assez simples, et le proxy pour le paléoclimat est déjà une meilleure solution que celle du premier article, bien sûr, mais il n'est pas régional. On va maintenant passer au troisième article. Il est tout récent et se base sur le machine learning. On va voir qu'est-ce qui va s'améliorer avec ce nouveau technique de modélisation. Le dernier article que nous avons traité garde en gros le même but de comparer les résultats du modèle à ceux empiriques,
mais il change d'approche par rapport aux deux précédents basés sur le Parallel Ice Sheet Model. Le modèle utilisé dans cet article se base en effet sur du machine learning pour la modélisation des glaciers. Ils utilisent le Instructed Glacial Model. Avec ce modèle, ils essayent de modéliser les glaciers du champ glaciaire alpin, le AIF en anglais, pendant le dernier maximum glaciaire sur une période de 17 000 ans. Leur approche a différents avantages, notamment sur la quantité de simulations possibles qui prennent peu de jours pour se terminer et sans nécessiter des coûts de computation excessifs. Un autre avantage est l'augmentation de la résolution spatiale du modèle. En effet, ils ont atteint une résolution de 300 mètres qui permet beaucoup plus de détails par rapport aux résolutions précédentes de 2 et 1 km. En ce qui concerne le fonctionnement du modèle, en gros, il est basé sur ces 10 paramètres. Du coup, les dynamiques d'écoulement de la glace, le glissement à la base du glacier, et l'enthalpie, qui décrit donc la température à l'intérieur de la glace, le forçage climatique, l'équilibre de surface et masse, l'initialisation du modèle, qui prévoit 0 glace au début de la simulation, dans ce cas, l'ajustement isostatique suite à la masse du champ glaciaire, la redistribution de masse qui est due aux avalanches, et finalement l'observation, les données empiriques, par exemple la latitude de la trimline et les limites du champ glaciaire pour contraindre le modèle. Ces 10 paramètres sont variés en créant 100 sets de paramètres, du coup les 100 simulations qu'on voit sur le graphique. Et le but est d'obtenir après un résultat le mieux adapté aux observations empiriques et donc obtenir une paramétrisation qui décrit le mieux les conditions climatiques et les dynamiques glaciaires pendant le LGM. Une fois qu'on a obtenu les résultats de tous les 100 simulations, on passe donc à la sélection des paramétrages qui correspondent le mieux avec les observations. Pour cela, les auteurs ont utilisé un filtrage à 3 étapes des résultats pour sélectionner 8 NROI, utilisant les différences par rapport aux données empiriques. Le premier filtre compare l'étendue du modèle à celle observée. Ensuite, on sélectionne ceux avec moins de différences moyennes aux altitudes de la base des trimlines. Et finalement, le troisième filtre utilise la déviation standard de la différence d'altitude entre le modèle et les observations. Une modification importante dans les paramètres par rapport aux études précédentes concerne la source des données climatiques pour le forçage du modèle. En effet, cet article il utilise des données climatiques obtenues par des proxys locaux pour la région alpine, pour reconstruire le climat par rapport aux valeurs pré-industrielles. Et cette reconstruction du climat elle est visible sur le graphique. Ceci est différent par rapport aux études précédentes qui utilisaient des proxys polaires pour le climat global, notamment de la mission EPICA, comme nous avons déjà anticipé. L'utilisation d'une résolution de 300 mètres par rapport aux 2 km du PISM permet aussi d'avoir une topographie plus précise dans cette étude. Les auteurs ont donc pu considérer aussi les avalanches qui influencent la redistribution de masse de la neige sur des terrains à forte pente. Ce modèle, le IGM, permet donc d'obtenir des résultats plus cohérents avec les données observées, les données empiriques. Surtout, il trouve une plus petite surestimation de l'épaisseur de la glace et il coïncide donc mieux avec les observations de Trimline par rapport aux articles précédents qui surestimaient tous le volume de la glace. Comme on peut voir sur le graphique en haut, les zones bleues indiquent la différence d'altitude entre les deux modèles. Les raisons pour la glace moins épaisse sont, selon les auteurs, une augmentation locale de la vitesse d'écoulement dans les vallées plus étroites, comme la vallée du Rhône par exemple, où la glace passe à travers plus rapidement selon l'effet Venturi.
qui décrit l'augmentation de vitesse d'un fluide incompressible à travers un milieu plus étroit. Et cet effet est visible dans le graphique en haut, dans les vallées. En outre, le modèle donne une topographie du champ glaciaire généralement plus raide, qui permet donc un écoulement plus rapide de la glace. Ceci donne des résultats de vitesse généralement plus élevés par rapport aux résultats d'autres simulations. Et ceci indique possiblement qu'on sous-estime la vitesse de la glace pendant le LGM. Ceci pourrait donner des nouvelles informations en ce qui concerne l'incision profonde des vallées glaciaires et donc l'érosion des vallées glaciaires pendant le Quaternaire. Les 3 articles cherchent donc à modéliser les glaciations pendant le LGM et à comprendre les conditions climatiques et les dynamiques glaciaires qui ont marqué l'évolution du paysage alpin pendant le Quaternaire. L'approche commune est celle d'évaluer les résultats des modélisations toujours avec les observations géomorphologiques, les observations empiriques qu'on a fait dans le passé et qu'on peut faire à l'heure actuelle aussi sur le terrain. C'est le cas avec la reconstruction des trajectoires des blocs erratiques et l'utilisation des moraines frontales ou bien de trimlines pour contraindre les limites des modèles. Les avances dans la modélisation des glaciers qu'on a pu tracer avec ces 3 articles donnent une idée sur les développements techniques dans la modélisation des glaciations du Quaternaire. L'utilisation d'outils plus efficients permet d'approcher les modèles aux observations faites sur le terrain. Ce qui est le cas par exemple avec la topographie, comme on voit ici sur la figure, la topographie de base du IGM qui se rapproche beaucoup plus à la réalité par rapport au PISM. L'approche basée sur le modèle utilisant l'intelligence artificielle avec une résolution spatiale de 300 mètres et dans le 3e article donne donc des résultats plus cohérents avec les connaissances actuelles. Les implications de ces résultats sont nombreuses. Par exemple, pour le champ glaciaire alpin, une implication importante concerne surtout l'évolution du paysage alpin pendant le Quaternaire, où les glaciers représentaient un acteur géomorphologique majeur. En effet, avec les vitesses plus importantes des écoulements de glace par rapport aux études précédentes, comme on voit sur cette figure, dans toutes les régions en rouge, on pourrait supposer une augmentation d'un facteur de 2 à 10 de l'érosion subglaciaire, selon les auteurs du 3e article. Ce taux d'érosion plus fort pourrait donc expliquer l'incision des vallées glaciaires très profondes sur une période plutôt courte, comme la vallée du Rhône par exemple. En outre, le modèle pourrait permettre aussi de mieux contraindre l'asynchronie entre les maximums des glaciers individuels et d'en déduire l'importance de l'inertie pour les grands systèmes glaciaires du Rhône et de Lyon par exemple. Donc leur réponse au changement climatique et leur vitesse de réponse. D'autres implications des résultats du modèle haute résolution sont aussi par exemple la possibilité de mieux comprendre le climat du Quaternaire et les courants d'advection d'humidité sur les régions alpines, ou bien de donner de nouvelles informations sur la charge isostatique via la présence d'un champ glaciaire qui est plus mince. Les 3 articles montrent donc les possibilités de mieux comprendre l'interaction des paramètres climatiques et glaciaires et leur influence sur l'évolution du paysage alpin grâce aux modélisations du champ glaciaire et les modélisations qui deviennent toujours mieux. Mais les 3 articles soulignent aussi l'importance de contraintes empiriques qui sont nécessaires pour les modèles et qui restent une partie fondamentale dans la définition des paramètres et l'évaluation aussi des modèles.